Exactement 13h. Merci d'être au rendez-vous sur Walf TV. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Liberté de presse dans le monde. Le Sénégal perd 2 places dans le classement 2021 de Reporters sans frontières. Pour le SYNPICS, notre pays n'a pas à rougir dans ce classement, même s'il déplore les menaces qui pèsent sur la presse, surtout ces derniers mois. 72 heures de grève dans le transport hydrocarbures à l'origine de la colère de ces travailleurs. L'absence de réaction du gouvernement sur cette convention collective en élaboration depuis 3 ans. Le dilatoire n'a que trop duré, pèsent les syndicalistes qui n'excluent pas d'autres actions si la situation reste en l'état. Le reportage Ramadan nous mènera à l'Université de Dakar et à la mosquée Massalikul Jinan. À l'heure de la rupture du jeûne, vous allez le constater, solidarité et partage restent le maître mot. À suivre la page internationale de Yaya Adama Diallo, plus la revue de la presse d'Abdou Khoudoss Diallo qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour à toutes et à tous. Le Sénégal est pointé du doigt dans le classement sur la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. L'ONG a classé à la 49e place notre pays qui chute ainsi de 2 places. Il occupait le 47e rang en 2020. Suivons ce récit de Salma Ibrahim Fall. Le Sénégal prend la 49e place au classement de liberté de la presse 2021 de Reporters sans frontières, RSF, le pays considéré comme l'une des démocraties les plus stables du continent, avec un paysage médiatique pluriel, perd 2 places au classement. Il était en effet classé 47e en 2020. Ce recul est pour l'essentiel dû, entre autres, selon RSF, à la mise en vigueur d'un code de la presse sans dépénalisation des délits de presse. Certaines informations liées à la religion sont toujours des sujets tabous, dénonce l'organisation qui en veut pour preuve l'attaque qu'a subie chez le journal Les Échos en août dernier. En effet, ce quotidien avait publié une information relative à une figure religieuse musulmane, Serigne Moussa, qui aurait été atteinte du coronavirus. De même, déplore, plusieurs médias ont été convoqués et intimidés pour avoir rapporté des faits. Les médias qui donnent la parole à des critiques du régime subissent des pressions. Reporters sans frontières regrettent la frilosité de l'État du Sénégal à procéder à la dépénalisation des délits de presse. Salma Ibrahim Fall, restons sur cette liberté de la presse dans le monde. Le Sénégal qui perd 2 places dans le classement 2021. Et pour le SYNPICS, notre pays n'a pas à rougir de ce classement, même s'il déplore les menaces qui pèsent sur la presse, surtout ces derniers mois. Écoutons le porte-parole du SYNPICS, Maguette Ndong. Il est interrogé par Pierre-Édouard Faye. Le classement sorti par Reporters sans frontières fait en tout cas du Sénégal, de la presse sénégalaise, nous crée encore de places qu'on a perdues cette année. Donc on peut penser que cela est dramatique, mais pour nous, le Sénégal maintient toujours son rang dans le classement Reporters sans frontières annuel. Parce que tout simplement, durant toutes ces 3 dernières années, pratiquement on était dans les 50, 53, 56, 54, 55e place, tout ça. Donc pour l'heure, nous pensons que il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Maintenant, il faut dire que ce recul-là, si on peut même appeler ça un recul, s'explique par le fait que, bon, depuis quelques années, le Sénégal aussi a fait des réformes par rapport à l'évolution de la presse, par rapport à l'amélioration des conditions de travail des journalistes, avec la nouvelle convention collective, avec aussi le code de la presse qui ont été approuvés par l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à présent, ces textes-là ne sont pas encore appliqués et que les journalistes attendent toujours que ces textes-là soient appliqués. Ensuite, pour ce qui est des libertés individuelles, en tout cas la liberté de la presse aussi, jusqu'à présent, la presse sénégalaise continue d'être vraiment victime de certaines agressions de la part d'hommes politiques, de la part de citoyens. Et parfois aussi, vraiment, nous pensons que le Sénégal aussi a quand même dépassé ce genre de choses et qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est inquiétant. Ce 21 avril marque la journée mondiale de la créativité et de l'innovation lancée en 2002 et reconnue officiellement en 2017 par l'Organisation des Nations Unies. Cette journée permet de montrer des évolutions sur la créativité et l'innovation comme la création d'un vaccin contre le Covid-19. Ndeye Anta Dia.
De nos jours, la création technologique a pris une évolution très rapide, allant à la création artistique, scientifique qui impacte sur le vécu des populations. Ainsi, pour favoriser l'esprit de la créativité technologique, l'Organisation des Nations Unies a décrété ce 21 avril la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. D'ailleurs, cet esprit d'innovation a permis cette année de développer en un temps record un vaccin contre la COVID-19 qui a durement affecté l'économie mondiale avec une crise sans précédent, à laquelle les décideurs politiques veulent y trouver des solutions. Au Sénégal, le président Macky Sall pour la recherche avait doté en 2020 un montant de 60 millions de francs CFA comme fonds d'investissement pour fédérer les projets de programmes thématiques de recherche du CAMES liés à la pandémie du COVID-19. Pour rappel, la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation a été lancée en 2020 et reconnue officiellement en 2017 par l'Organisation des Nations Unies avec l'appui de 80 pays. Puis grève de 112 heures dans le transport hydrocarbures, mouvement d'humeur pour dénoncer l'absence de réaction des autorités sur cette convention collective en élaboration depuis 3 ans. Un autre plan d'action sera déroulé si aucune réponse satisfaisante n'est pas apportée à leur doléance. Sarah Konaré est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole. Nous l'écoutons au téléphone de Pierre-Édouard Faye. Depuis 3 ans pratiquement, nous étions sur l'élaboration d'une convention collective pour notre sous-secteur transport hydrocarbures. À l'entame, il y avait une seule convention pour tout le secteur du pétrole. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte, bien sûr, les patrons du transport hydrocarbures nous ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas, à l'image des majors, souscrire à la convention, d'autant plus qu'ils n'ont pas les moyens que ces sociétés. Bon, ça, on l'a compris. On s'est dit, maintenant, on va faire une convention spécifique pour le sous-secteur transport hydrocarbures. On a été dans beaucoup de réunions calendaires où on a élaboré le document. Bon, une fois arrivé sur les questions à incidence financière, particulièrement l'indemnité de logement, où on demande une augmentation, la prime de risque, l'indemnité de décès, l'indemnité de naissance, la prime de retraite. Alors, ils sont partis. Ils sont plus revenus. On a attendu, bien sûr, on a attendu. Vous vous souvenez, d'ailleurs, si vous avez bon souvenir, on a fait une grève le 3 mars. On a été appelé au ministère. Le cap des promesses ont été données, d'ailleurs, et des directives qui devaient de sortir de crise. Malheureusement, il y a eu la pandémie. Bon, on a attendu, une fois que les choses se sont éclaircies, nous avons alerté qui de droit à travers une déclaration qu'on avait mise dans la presse d'ailleurs. Mais malheureusement, Madame Gladima nous avait demandé d'attendre, de lui donner le temps de s'installer et d'appeler toutes les parties. Rien n'a été fait. On s'est dit, maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va aller en grève. Hier, pour 3 jours, c'est une grève d'avertissement pour amener quand même toutes les parties au niveau de la table afin de pouvoir conclure cette convention collective. Cap-sur-Mour, où les maraîchers du village de Foura et la Seine-Eau sont à couteau tiré à l'origine du déférent. Ces factures salaient servir à ces cultivateurs à qui la société de distribution d'eau a privé de ce liquide précieux. Plus d'éclairage dans cette correspondance depuis Mbour de Tchernoda. Des cultures maraîchères estimées à plusieurs millions perdues pour cause d'eau, c'est le triste sort des populations du village de Foua. L'eau est chère. Le mètre cube est à 275, varie entre 275 et 350. L'eau est plus chère ici qu'à Dakar. Les compteurs sont défectueuses. Les populations accusent par ailleurs la société Seine-Eau d'être la seule et unique responsable de cette catastrophe. Même pour relever, on est obligé de faire appel à l'agence, mais ils ne viennent pas. Aujourd'hui, on nous a servi des factures qui sont très exorbitantes, varient jusqu'à 1 million à 250. C'est très anormal. Parce que nous ne parvenons pas à les payer. Ce qu'on a cultivé dans les jardins va cesser. Les populations fustigent en outre les multiples autres difficultés auxquelles elles sont confrontées. Plus de 11 villages, nous sommes dans d'énormes difficultés pendant des décennies. Nous n'avons pas d'électricité. Parmi les 11 villages de la zone nord, je crois bien, il n'y a aucun village qui a de l'électricité, à part Agabiram qui vient d'avoir des poteaux tout simplement. Nous avons aussi des problèmes de santé. Il y a, à ma connaissance, il n'y a aucun village dans la zone nord qui a, comment dirais-je, un poste de santé. Il n'y a pas de lycée, il y a peu de villages qui ont des CM. Nos élèves endurent des difficultés aussi. Ces entreprises comme CO n'aident pas le président. Et voilà les factures. La moyenne des factures, ça dépasse la plus faible, c'est 200 000 et la plus exorbitante, c'est 1 200 000. À cheval sur la commune de Tchadjaï, Foua est logé dans la commune de Nguyen. Mbour, Tchernoda, Walfadri.
Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et l'Inspection générale des bâtiments ont effectué une visite dans 6 chantiers à Dakar. L'objectif de cette visite est de contrôler et voir si les chantiers ont répondu à des normes de construction. Selon ces deux entités, tel n'est pas le cas, ce qui a d'ailleurs valu des sanctions à ces chantiers. N'est-ce pas, Moussa Sey? Dans le cadre des directives du chef de l'État sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité des matériaux et systèmes de construction, le ministre de l'Urbanisme et du Logement avec l'Inspection générale des bâtiments ont effectué une tournée coup de poing dans 5 chantiers à Dakar pour faire un contrôle et voir si les délais sont respectés ou pas. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme et du Logement. Nous avons pu faire un tour au moins de 5 chantiers. Ce que nous constatons de manière générale, c'est d'abord que les documents de chantier ne sont pas dans les chantiers, en violation flagrante du code de la construction. Mais aussi, même ceux qui ont ces documents, il y a beaucoup de documents qui manquent sur l'étude de sol, etc. Selon le ministre, tous les 5 chantiers n'ont pas respecté les normes de construction, dont la première reste la sécurité. Un non-respect qui leur a valu des sanctions. Dès que le constat est fait que les documents ne sont pas sur place, que certains documents manquaient, il fallait arrêter les travaux. Vous avez vu que dans tous les 5 chantiers que nous avons vus, tous ont été arrêtés. Et ils répondront à la convocation et présenteront les documents qui leur ont été demandés. L'inspecteur général des bâtiments explique la raison de ces sanctions après avoir effectué une visite pour inspecter les chantiers. Quand on entreprend de construire, il faut des préalables à remplir. D'abord, il y a l'autorisation de construire qu'il faut avoir obligatoirement. Et ensuite, il y a des documents techniques qui sont nécessaires pour construire de manière correcte. Ce sont ces documents. C'est les plans de béton armé, les plans architectes. Cette opération d'inspection des bâtiments ne se limitera pas à Dakar, selon le ministre. D'ailleurs, l'inspection générale des bâtiments et Abdoulaye Seydou Sow mettent l'accent sur la sensibilisation afin de répondre aux normes avant de procéder à une construction pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Lutte contre la déperdition scolaire et la pauvreté à Médina Gounass dans le département de Guédiawaye. L'association Help House que dirige le guide religieux Niassène Cheikh Aziz Ndiaye lance les travaux de construction d'un institut islamique moderne et d'une mutuelle d'épargne et de crédit grâce au concours de l'ambassade d'Iran et des autorités municipales de Guédiawaye. Le compte rendu est signé Théodore Semedo. L'association Help House a procédé à la pose de la première pierre de construction du complexe islamique Cheikh Ibrahima Niass et du mutuelle d'épargne de crédit à Médina Gounass grâce à l'appui de la République islamique d'Iran et des autorités locales de Guédiawaye. Le prétexte, c'est l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle d'épargne de crédit Help House. L'occasion a donné aussi la possibilité de partager les projets qui sont en ancrage au sein de chaque composante. La première composante, c'est éducation et formation professionnelle. Et vous avez assisté à la pose de première pierre. Sur les objectifs du projet et le choix porté sur Médina Gounass, les responsables de l'association s'expliquent. Le partenariat avec la mairie de Gounass a permis de disposer du terrain. Mais nous avons également l'accompagnement de M. l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal et au Cap-Vert, qui tourne autour de 100-120 millions. Le premier partenaire vis-à-vis duquel une convention de partenariat est tissée et faite, nous avons préconisé une approche territoriale de développement. Ça veut dire que donc on va concilier notre démarche avec celle de la commune. Help House, une association créée en 2006 basée à Médina Gounass, s'évertue depuis lors à la Théodore Semedo à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les horaires de l'ouverture des restaurants réaménagés de 18h à 16h30. Un ouf de soulagement pour les étudiants qui ne font plus la queue pour le ndogu, mais ces derniers en profitent pour se servir à plusieurs reprises, selon le chef du département de la restauration du Coude qui s'est exprimé dans ce reportage de Serigne Gueye. On vous offre l'opportunité de venir très tôt pour pouvoir récupérer et pouvoir prendre tranquillement votre repas de rupture. 17h devant le restaurant argentin, le chef du département de la restauration du Centre des œuvres universitaires de Dakar parle avec des étudiants venus prendre le ndogu. Pour Sidi Diouf, pas de problème de restauration à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant le mois de Ramadan. Il est organisé au petit matin, ce qu'on appelle le khud. Donc il est servi à partir de 4h30. Après le khud,
après le petit déjeuner. Les restaurants aussi sont ouverts à midi pour le non-jeûneur. Et ça, c'est l'horaire habituel qui est maintenu. Le soir, c'est l'heure de pour le repas de la coupure de jeûne. Les restaurants sont ouverts à 16h30. Les horaires d'ouverture des restaurants pour le Ndogu, qui étaient fixés au début du mois à 18h, sont réaménagés à 16h30, une solution au problème de longue file selon les étudiants. Le réaménagement a fait l'affaire, puisque d'habitude nous voyons des rangs, des queues qui s'étendent jusqu'à la grande porte. Mais bon, ces moments-ci, presque on ne voit plus de rangs. Voilà, moi aussi je me suis levé là et je suis venu prendre mon petit déjeuner et voilà, j'ai pas assez de difficultés quoi. Un réaménagement qui a causé un autre problème si l'on se fie à Sidi Diouf. Parce qu'il n'y a plus de fil, que l'étudiant peut se permettre maintenant d'entrer autant de fois qu'il veut dans les restaurants pour se servir, pour un seul repas. Alors qu'il a droit justement à être subventionné à un seul repas. Et pour un seul repas, aujourd'hui, tu vois des étudiants qui se servent énormément, plusieurs fois. Pendant le mois de Ramadan, beaucoup de gens s'adonnent à divers jeux pour tuer le temps. Le plus prisé est celui du jeu de Lido. Dans un atelier visité par notre reporter, les commerçants soutiennent que les commandes sont disponibles, mais peu suffisantes à cause du Covid-19. Un reportage signé Toussaint Maurice Senghor. Chaque année, ces menuisiers d'origine ghanéenne s'activent dans la fabrication de Lido, surtout en ce mois de Ramadan, mais cette année, les acheteurs se font rares. Chaque année, on amène les Lido en provenance du Ghana et c'est pendant le mois de Ramadan que nous faisons plus de commandes. Non, le Lido, on travaille ça depuis beaucoup d'années. On vient pour travailler le Lido pour chaque année pour l'école. Parce que nous, on amène ici, il y a des clients de l'autre région, Kolda, Ziguinchor. Les gens, on vient ici pour acheter ici, pour amener là-bas pour vendre comme ça. Parmi la fabrication, ils livrent en gros à leurs clients et les prix varient entre 600 et 1000 francs. Nous vendons par commande et en gros, il y a des pièces de 600 et 1000 francs. Et si c'est en gros, le prix c'est à 650 francs ou 600 francs l'unité. Commande à 1000 ou bien en privé. On donne le client en gros à partir de 700 francs. Comme ça, il va le revendre à 1000 francs sur le marché. Il y a 1000 francs. En cette période de Ramadan, le jeu de Lido est très prisé pour tuer le temps. Par contre, cette année, le marché n'est pas bien approvisionné à cause du Covid-19. Sur ce même sujet, au Sénégal, le mois de Ramadan est considéré comme un moment de grâce et de partage. Dès lors, chacun multiplie ses gestes de bonté envers ses semblables pour espérer avoir une récompense divine. C'est l'exemple des Ndogu solidaires organisés à la mosquée Massalikul Jinan. Un reportage de Ndiaké Mbaye. Partage et solidarité guident les musulmans en cette période de Ramadan. Chaque jour, des ndogu sont distribués aux fidèles, surtout à la mosquée de Massalikul Jinan, où près de 4000 personnes coupent leurs jeûnes. Au début du Ramadan, monsieur le Djawrin Baki Faye, représentant du Khalife à Dakar, nous avait instruit d'organiser le Ramadan, comme on le fait à Touba et à Médine, pour vraiment permettre aux fidèles de venir faire la rupture du jeûne au niveau de Massalikul Jinan. Chaque jour, il y a à peu près 3000 fidèles qui viennent couper le jeûne au niveau de la grande salle. Des ndogu organisés par le Daïra Khitma Massalikul Jinan. Tous les jours, nous nous attelons à la préparation des ndogu. Les hommes sont chargés de préparer les boissons chaudes et les femmes les friandises. Après la préparation, nous distribuons les ndogu aux fidèles. Nous faisons tout notre possible pour que cela se passe bien. Nous travaillons pour Serigne Touba et cela doit être parfait. Des actes magnifiés par les fidèles. Ceux qui servent ces ndogu doivent être félicités. Tous les jours, des milliers de personnes viennent couper leur jeûne gratuitement. Je suis vraiment fier d'être mouride. Cet élan de partage est à magnifier. Le mois de Ramadan est considéré au Sénégal comme un mois de grâce et de partage. À la mosquée Massalikul Jinan, comme dans certaines rues de Dakar, des ndogu sont distribués. Un bel élan de solidarité.
Kembaye Mohamed Idriss Déby Itno, fils du défunt Idriss Déby, est le nouvel homme fort de Tchad. Après la mort de son père, l'armée a pris les commandes du pays en le choisissant pour succéder son père.